Bonjour à tous. Voilà, on vous a admis dans ce webinaire organisé par l'Association nationale des services TIS et audiovisuels de l'enseignement supérieur français. On est ravis de poursuivre ces webinaires partenaires avec un retour d'expérience de Challenge Me et donc de François Cluzel, maître de conférence à Centrale Supélec. Comme d'habitude, vous pouvez allumer vos caméras, c'est quand même plus sympa de se voir, surtout qu'on est en petit comité. Donc, je pense que ça se veut interactif. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras, à couper votre micro en effet quand vous ne parlez pas. Et je vais céder la parole à Jean Feur, qui est chez Challenge Me. Merci Mathias, donc bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Jean et du coup moi Challenge Me, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Et aujourd'hui on va avoir du coup François Cluzel qui est donc maître de conférence à Centrale Supélec qui va nous partager un retour d'expérience sur un format qu'il a mis en place. Donc j'en dis pas plus, je le laisserai présenter tout ça. Donc l'idée, c'est qu'il puisse vous présenter un petit peu le contexte au début. Ensuite, je vous montrerai très rapidement le principe de Challenge Me, juste voilà, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais sans aller dans le détail. Et ensuite, on va aborder différents sujets par des questions-réponses avec François pour comprendre un petit peu le principe de l'évaluation, comment ça a été utilisé pour évaluer des compétences, et voilà, les perspectives également, donc différentes thématiques. Eh bien, François, je vous laisse du coup la parole. Très bien, bah merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'intervenir aujourd'hui. Effectivement, moi, je suis maître de conférence alors, au laboratoire génie industriel de Centrale Supélec, où j'enseigne principalement tout ce qui a trait à la conception de produits, à l'innovation et particulièrement aussi à l'éco-conception ou l'économie circulaire, donc comment on peut intégrer la dimension environnementale dans ces activités et puis diminuer l'impact des produits, des systèmes, des organisations. On a intitulé ça l'hybridation des évaluations. J'ai effectivement été utilisateur pour la première fois en 2024 de l'outil Challenge Me qui a permis de mettre en œuvre, on va dire, une évaluation sur un nouveau cours que j'ai créé avec des collègues et qui nous a permis en fait, de mettre en œuvre une évaluation avec différentes composantes, différentes manières d'évaluer les étudiants pour aboutir à quelque chose qui tient la route. Donc, je vais donner quelques éléments de contexte au début du cours que j'évoque ici pour vous faire comprendre en fait quel était le besoin et pourquoi et comment on s'est appuyé sur cette plateforme. Alors, on est ici dans le cursus ingénieur de Centrale Supélec, donc en dernière année du cursus ingénieur. Et on a ici un grand cours de 160 élèves qui sont issus de quatre, ce qu'on appelle des mentions, c'est-à-dire des spécialités de dernière année dans notre jargon Centrale Supélec. Toutes ces mentions ont pour caractéristique d'aborder la conception, l'exploitation, l'opération de systèmes complexes, et c'est un petit peu le chapeau commun. Ce cours, c'est 21 heures d'enseignement et en fait, c'est un cours qu'on a voulu centrer sur la soutenabilité des systèmes complexes, partant du principe que les étudiants ont quand même aujourd'hui maintenant beaucoup de contenus liés au développement durable ou aux transitions dans les premières années de leur cursus, mais qui restent assez généralistes, hein. Ça va être des sciences du climat, ça va être la fresque du climat, différents cours sur le développement durable, etc. Ici, on est en dernière année où les étudiants viennent quand même chercher une spécialisation dans certains domaines. Et ici, l'idée de ce cours, c'était de dire approfondissons cette notion de durabilité ou de soutenabilité lorsqu'on s'attaque à des systèmes extrêmement complexes par des gros systèmes de systèmes qui peuvent être des infrastructures, des grands réseaux électriques de transport, etc. Et donc, le but de ce cours, c'est en 21 heures avec 160 élèves, c'est à la fois court, on a un petit peu de temps, et 160 élèves, ça ne nous permet pas non plus de faire une pédagogie en suivant chaque élève individuellement. Donc, il fallait trouver un format qui permette de concilier tout ça. Donc, on l'a créé en 2024, avec un petit peu cet état d'esprit ici, comment, en tant qu'ingénieur, appréhender les impacts environnementaux et sociaux. C'est aussi la particularité de ce cours, c'est pour ça que ça s'appelle soutenabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer uniquement la partie environnementale, mais aussi l'aspect économique et en particulier social. Et c'est à mon sens un des premiers cours de notre cursus qui intégrait de manière aussi explicite la notion d'impact social des systèmes qu'on considère. Donc comment appréhender ces impacts?
à l'échelle d'un système industriel et comment œuvrer pour les réduire. Je ne vais pas tout lire ici, mais par exemple, comment analyser le débat public aussi et y contribuer de manière scientifique et objective, qui est à notre sens ce que doit apporter un ingénieur. Et donc le cours vise à aborder des enjeux environnementaux et économiques lorsque la complexité des systèmes industriels, des chaînes de valeur ou des systèmes de systèmes croît. Alors ce cours, c'est cette séance de 3 heures, mais finalement, c'est plutôt les séances 5, 6, 7 qui vont nous intéresser ici. Les premières étaient plutôt un cours introductif et des conférences de partenaires industriels ou institutionnels. Et ce qui nous intéresse ici, c'est là où porter l'évaluation, c'est les dernières séances, où dans un premier temps, on a donné aux étudiants, ma collègue qu'on voit, je vais peut-être mettre ça ici directement, donc, bien sûr, je ne l'ai pas fait tout seul, hein, mais avec d'autres collègues que vous voyez ici. Et ma collègue Rada Bouyaz, donc, qui est spécialisée en évaluation de soutenabilité, en particulier en impact environnemental et social, a donné un cours de 2 heures et demie pour donner aux étudiants. Alors, certains sont déjà formés à l'ACV, à l'analyse de cycle de vie, d'autres non. Ce sont des cursus assez divers. Donc, l'idée ici, c'est de remettre tout le monde au niveau et de donner à tous les étudiants les clés pour comprendre ce qu'est un impact environnemental et social, ce qu'est une analyse de cycle de vie et comment on peut analyser, critiquer, utiliser des résultats d'ACV. Le but de ce cours, c'est pas qu'ils pratiquent l'ACV, on n'a pas le temps, mais c'est qu'ils soient en mesure, dans les activités futures, de comprendre ce qu'est une ACV, comment on analyse les résultats, comment on critique une ACV et comment on peut utiliser ces résultats. Et partant de là, on a présenté aux étudiants des projets que je vais présenter juste après, et qui ont fait l'objet d'un espèce de mini-projet qui a duré 2 séances de 3 heures, qui sont les séances 7 jusqu'à des présentations finales. Alors, les acquis d'apprentissage visés dans le cours étaient les suivants. J'ai mis en gras ceux qui concernaient particulièrement le format d'atelier et de cas d'études que je viens d'expliquer et que je vais détailler juste après. Donc, comprendre les enjeux de soutenabilité, ça je l'ai déjà dit. Comprendre les impacts environnementaux et sociaux de systèmes complexes en lien avec leur mention. Vous allez voir qu'on a choisi des systèmes, des cas d'études, 4 cas d'études qui sont quand même représentatifs des types de systèmes auxquels nos étudiants peuvent être confrontés dans leur vie professionnelle par la suite. Ensuite, interpréter des résultats d'ACV environnemental et social. Environnemental, c'est assez courant maintenant. Social, ça l'est un petit peu moins. Critiquer sur la base de faits scientifiques une communication environnementale ou sociale. Et contribuer au débat public sur les questions de soutenabilité, avec un regard dépassionné, objectif et scientifique. Et puis l'idée, in fine, est bien qu'ils puissent transposer dans leur activité future tout ce qu'ils ont vu dans ce cours. Alors, de manière très pratique, l'organisation de cette partie plus projet, avec nos 160 élèves, c'était 4 salles de TD, donc une quarantaine d'étudiants par salle. On a constitué 8 groupes dans chaque salle. On a fait en sorte de mélanger les spécialités pour qu'ils ne soient pas uniquement avec les étudiants qui connaissent déjà ou qui partagent la même spécialité qu'eux. Et en revanche, dans 5 salles de TD, on avait donc 8 groupes et on avait 4 cas d'études. Et donc, on a demandé à ce qu'il y ait 2 groupes qui travaillent dans chaque salle sur chaque cas d'études. Et vous allez voir l'importance ça derrière. Donc, en termes de volume, c'était 3 séances de cours ou de travail espacées de quelques jours et un travail complémentaire attendu entre les séances. Les livrables qu'on leur a demandé étaient de 3 natures. Le premier, c'est un rapport en 2 parties, donc un rapport de groupe avec 2 parties qui sont contraintes en taille. Alors, c'était un rapport en anglais, hein, ici j'ai tout fait en français, mais le cours était plutôt orienté en anglais, en tout cas en termes de livrables. La première partie, on leur demandait d'analyser en fait les articles scientifiques qu'on leur mettait entre les mains. J'y reviendrai juste après sur ces articles scientifiques, c'est un point important aussi de ce cours, il me semble, qui sont en fait des publications scientifiques d'ACV environnemental ou social sur les systèmes considérés. Donc on leur demande de comprendre, de synthétiser ces études, de faire une analyse critique, par exemple des périmètres d'études, des hypothèses qui sont faites, et après de le mettre en perspective dans le débat public, ce qui sous-entend des recherches complémentaires de leur part pour aller s'intéresser à ce qui s'est dit dans le débat, qui peuvent être... on a choisi aussi des études de cas où il y a des choses qui se passent dans le débat public, avec parfois des débats assez passionnés, et des arguments qui peuvent être plus ou moins scientifiques. Et la deuxième partie, on leur a demandé de construire une infographie qui pourrait être communiquée au grand public pour transcrire et transmettre la complexité de ce qu'ils ont lu, parce qu'un impact environnemental, c'est beaucoup de catégories d'impact, c'est pas juste un impact carbone, on y rajoute en plus de l'impact social, etc. Donc on a des infos extrêmement complexes, et l'idée c'est de trouver un moyen de les transmettre de manière assez claire, en simplifiant, mais en gardant une part de cette complexité à un grand public. Et donc dans la deuxième partie du rapport, on leur demande de justifier la construction de cette infographie.
Donc le deuxième livrable étant l'infographie en question, qui était en l'occurrence ici sur un format de poster A1. Et enfin, on leur a demandé de présenter tout ça dans un pitch, dans une petite soutenance finale de 5 minutes lors de la dernière séance. Alors pour rentrer, et puis voilà, j'ai oublié aussi une dernière composante de l'évaluation en fait, qui est, et c'est là où vous verrez peu à peu le lien avec Challenge Me, c'est le fait qu'on leur a demandé aussi d'apporter un regard critique sur le travail de leurs camarades. Et on l'a fait de la manière suivante, on a demandé à chaque groupe, une fois que les rapports ont été remis, de faire une évaluation par les pairs d'un autre groupe ayant travaillé sur le même sujet qu'eux. Autrement dit, ils ont développé quand même une certaine expertise sur leur cas d'étude. Et donc, ils sont à même d'apporter un regard critique assez argumenté et justifié sur le travail d'un autre groupe qui a travaillé sur le même cas d'étude. Et on va également évaluer cette évaluation par les pairs. Donc le format des projets, je vais passer assez rapidement ici parce que je pense que j'ai déjà un petit peu tout évoqué. Donc un cours sur l'année de vie. À la fin de la première séance, on leur donne les consignes sur les projets, ils sélectionnent les cas d'études. Ils repartent avec des articles scientifiques à lire, deux articles, un article d'ACV social, un article d'ACV environnemental, ce qui est quand même assez conséquent, parce que je pense que dans un cursus d'ingénieur généraliste comme le nôtre, finalement, les étudiants ont rarement entre les mains des publications scientifiques. Donc c'est pour nous aussi important qu'ils puissent savoir ce que c'est et comprendre comment ça se construit et comment ça se lit. En dehors des sessions, on leur demande donc de lire ces articles scientifiques et de revenir à la prochaine séance en les ayant lus. La deuxième séance, qui est une séance de travail en groupe avec des échanges avec les encadrants, des recherches personnelles, notamment sur la question du débat public. Ils commencent à créer l'infographie, à rédiger le rapport. Et en dehors des séances, ils poursuivent ce travail-là pour arriver à la dernière séance où ils ont un petit peu de temps pour finaliser tout ça avant de finalement préparer et réaliser le pitch devant les autres étudiants. Et puis on a une petite séance de questions-réponses. Et après, on leur laisse quelques jours suite au retour qu'on a pu leur faire lors de speech aussi, pour qu'ils puissent finaliser et soumettre la version finale de leur travail. Donc, ils ont le droit de revenir dessus s'ils le souhaitent. Et du coup, après la dernière session, ils ont de leur côté une dernière chose à faire, c'est de réaliser l'évaluation par les pairs du rapport d'un autre groupe. Alors, en termes de cas d'études, pour illustrer mes propos, donc on a travaillé sur 4 systèmes industriels que vous voyez apparaître ici de manière un peu subliminale, mais on les a fait travailler sur la production d'hydrogène, sur les fermes éoliennes offshore. J'en vois une d'ailleurs sur, sur l'écran de Gwenaël. Le transport de fret et la mobilité électrique. Donc, ce sont 4 études qu'on a choisies parce que, en termes de publication scientifique, on a trouvé des études suffisamment poussées sur des analyses de cycle de vie environnementale et sociale. Au-delà de ça, vous devinez ici une fiche un petit peu introductive où on va leur mettre un petit peu de contexte, leur donner quelques références complémentaires et surtout leur poser une question assez précise. Par exemple, j'en ai mis une ici sur les éoliennes. Dans quelle mesure les éoliennes offshore peuvent-elles contribuer à la neutralité carbone tout en minimisant les impacts environnementaux et sociaux? Quelque part, leur rapport doit être orienté vers la réponse à cette question. En termes de résultats, si je vous montre quelques résultats, ici, j'ai pris une sur chaque cas d'étude. Ce sont les meilleures infographies. Quelque part, à la fin, on a sélectionné les meilleures infographies et puis on les a exposées, on les a imprimées, on les a exposées pendant quelques semaines au Lumen Learning Center, qui est le centre unifié moderne des bibliothèques de l'Université Paris-Saclay, en marge d'une exposition à laquelle je participais sur les transitions, donc ça s'y prêtait. Donc, on devine une infographie sur la voiture électrique. Alors, je m'aperçois que mes images ne sont pas en super qualité, je les ai un peu trop compressées, mais pas grave. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils viennent apporter un regard, on va dire, multicritère sur les limites, sur les avantages et les limites et les inconvénients des systèmes considérés d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, euh, avec on va dire un discours qui soit compréhensible par le grand public et bien sûr qu'il soit sourcé, qu'on devine en bas des sources qui sont identifiées pour appuyer les propos qu'ils proposent. Ici, vous avez un autre exemple sur le transport de fret. Et sachant que certains ont vraiment fait une infographie va dire, qui synthétise ce qu'ils ont lu, d'autres ont pris un point de vue déjà un petit peu plus précis. Ils avaient tout à fait le droit de le faire. Ici, on voit une infographie sur l'hydrogène. Est-ce que l'agenda européen pour la production d'hydrogène aboutit vraiment à une production durable? Bon, c'est un point de vue qui se choisit. Et puis une dernière sur les éoliennes offshore ici qu'on peut voir à l'écran. Voilà, des choses que je peux partager aussi sur demande sans aucun souci.
Euh, et donc, on aboutit ici on va dire, au sujet du webinaire d'aujourd'hui, qui est comment on évalue tout ça. Donc, vous avez vu qu'on a quand même pas mal de composantes, pas mal de livrables. 160 élèves, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, comment on évalue tout ça? C'est pour ça qu'on a opté ici pour une évaluation hybride, hein. Vous l'avez déjà un petit peu deviné, parce que j'ai parlé d'évaluation par les pairs. Donc, on a fait le choix d'évaluer tous ces livrables. Et au-delà et d'avoir donc dans un premier temps une note globale du cours, hein, qui est une note sur 20, qui est une note de groupe, qui n'est pas individualisée cette fois-ci, mais on réfléchit pour l'avenir, basée sur 10% lié au pitch, et le pitch s'évalue par les enseignants qui sont dans la salle. 60% pour le rapport et l'infographie, également évalué par deux enseignants, donc c'est une double évaluation à chaque fois. Euh, Deux évaluations individuelles qu'après on va combiner. L'évaluation par les pairs, donc là, en bleu, c'est le fait que en fait, c'est les étudiants qui s'évaluent entre eux. Donc un groupe va évaluer un autre groupe qui a travaillé sur le même sujet. Et enfin, nous-mêmes, on va évaluer la qualité de l'évaluation par les pairs que ce groupe a mené sur l'autre groupe. Quelque part, s'il fait une évaluation super complaisante ou peu argumentée, on va mal évaluer cette évaluation par les pairs, mais on s'est aperçu en fait in fine qu'ils avaient vraiment à peu près tous très bien joué le jeu et qu'ils avaient apporté un regard assez critique, mais assez juste à chaque fois sur le travail de leurs camarades. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on a utilisé la plateforme Challenge Me, donc pour configurer et recueillir les évaluations. Donc, on s'est posé la question au départ de savoir comment on pouvait faire ça. Alors, on peut le faire à la main, je pense que aurait été quand même beaucoup plus compliqué. In fine, par le pôle pédagogie de mon établissement, on a eu connaissance de l'outil Challenge Me et on a donc contacté Jean notamment pour configurer notre challenge. Et du coup, je pense que c'est le moment, Jean, de vous passer la parole pour présenter Challenge Me. Parfait, super. Ben merci déjà pour voilà, toutes ces informations concernant le contexte du projet. Là, l'idée maintenant, c'est de vous présenter vraiment rapidement le principe pour que ben, derrière, ça puisse mieux vous parler par rapport aux questions. Donc, je vais présenter deux petites slides qui permettent de comprendre voilà, comment ça fonctionne. Je Hop, vais le alors. partager. Et du coup, vous verrez que le lien avec voilà, tout ce format présenté par François bah, fait lien. Donc normalement, vous devriez voir la slide que je vous présente. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai vu deux, trois noms que je connais, donc ça va être répétitif pour certains, mais du coup, nous, on a une solution d'évaluation et de feedback où on va placer l'étudiant en tant que correcteur et pour lui demander d'apporter un regard critique et d'évaluer les travaux de ses camarades. Mais ça peut ne pas être que les travaux, ça peut être aussi ben, les membres de son groupe pour bah, comprendre un petit peu la dynamique de groupe, qui s'est impliqué à quel niveau. Ça peut être de l'évaluation de présentation également pour engager les étudiants. Ça peut être de l'auto-évaluation pour bah, permettre aux étudiants de prendre du recul sur la façon dont ils ont contribué au groupe ou sur le travail qu'ils ont effectué. Et on peut aussi, donc j'ai dit qu'on plaçait l'étudiant en évaluateur, mais on peut maintenant avoir différents profils de correcteurs. C'est pour ça qu'on parle aussi de co-évaluation. Et c'est vrai que bah, là, dans le projet de François, on est dedans, hein. C'est-à-dire qu'on va faire évaluer les étudiants non pas que par les pairs, mais aussi par des enseignants. Ça peut aussi être par d'autres profils de correcteurs. L'idée, c'est de pouvoir bah, croiser les perspectives et venir enrichir aussi les feedbacks que les étudiants reçoivent. Après, on peut aussi faire de l'évaluation de feedback. Donc, François l'a aussi mobilisé, donc l'évaluation de feedback par des enseignants qui viennent évaluer la qualité des feedbacks donnés. Et puis, on a de l'évaluation des enseignements. Donc là, on sait plus sur les cours qui ont été transmis, permettent une amélioration continue de ces cours-là. Donc, en fait, sur le projet de François, on voit qu'il y a eu de l'évaluation de présentation. Alors, on verra en détail hein, sur ce qui a été lancé, mais de l'évaluation de présentation par les enseignants, de l'évaluation de livrables par des étudiants et par des enseignants. Donc, on peut dire que c'est de la coévaluation. Et on a aussi de l'évaluation de feedback par les enseignants sur les feedbacks donnés par les étudiants. Donc, on mobilise quand même beaucoup de formats. C'est vrai que c'est pour ça que c'était très intéressant de vous montrer ça sur ce webinaire, puisque bah, il y a différents objectifs qui sont adressés. Et après, concrètement, techniquement, je veux dire, sur Challenge Me, on va avoir des activités clés en main qu'on peut lancer très rapidement. Donc, l'évaluation des membres du groupe où on va demander aux étudiants d'évaluer les membres de leur groupe sur des critères comportementaux, communication dans le groupe, capacité à aider les autres, qualité de travail réalisé. On choisit ces critères.
L'évaluation de livrables, là, c'est du dépôt de travaux et de l'évaluation de travaux pour permettre aux étudiants de progresser sur des compétences techniques. On peut aussi se servir de la note hein, si on estime que les étudiants sont assez matures pour évaluer. L'évaluation de présentation orale et puis l'auto-évaluation. Donc ça, c'est vraiment des activités qu'on peut lancer avec des formats tout prêts. Et puis après, on peut faire vraiment du mode custom, où on va créer le format qu'on souhaite en fonction du scénario qu'on adresse. Donc là, avec François, c'est plus cette partie-là, au fait, qui a été créée, puisque du coup, on a appris un peu des formats que François souhaitait adresser. Puis du coup, il a construit son challenge par rapport la façon dont il voulait évaluer les étudiants. Du coup, bah, on a pu choisir, bon, bah, on commence par un format, un dépôt de travaux. Ensuite, enfin là, en l'occurrence, c'était une évaluation de présentation par des enseignants. Ensuite, ça a été dépôt de travaux par les étudiants, etc. Là, les exemples que je vous montre, c'est pas ce qu'a lancé François, c'est juste pour vous montrer le principe du mode custom où, bah, par rapport à toutes les phases qu'on propose, après, on construit son format. Voilà pour Change Me. Je n'irai pas plus loin sur le détail. Après, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, puis on vous montrera tout ça dans le détail. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plus aborder certains points pour comprendre un peu les objectifs de l'évaluation. Alors, hop, je m'étais noté quelques éléments. Donc, déjà sur l'évaluation, donc on a compris tout le contexte avec les livrables qui étaient attendus, etc., avec le rapport, l'infographie, etc. Sur l'évaluation, est-ce que François, il y a un élément qui vous intéressait plus que d'autres? Donc, je parle vraiment de l'évaluation entre pairs. Est-ce que c'était le fait de permettre aux étudiants de découvrir les travaux des autres? Est-ce que c'était le fait de pouvoir recevoir des feedbacks? Est-ce que c'était pour faire progresser? Voilà, quel était l'objectif principal pour vous de l'évaluation par les pairs? Alors, il nous semblait important ici, on s'était posé la question, hein, parce que ça rajoute quand même une certaine complexité d'évaluation. En fait, dans ce cours, je pourrais y revenir après, hein, ou je peux peut-être le montrer tout de suite. Donc, on va évaluer un certain nombre de compétences, hein. J'ai pas encore abordé la notion de compétences, dans le référentiel, vous voyez à nouveau l'écran, là, je pense, c'est bon. Oui, Voilà. Donc ici, à Central Supélec, j'imagine comme dans beaucoup d'établissements, on a un référentiel de compétences qui a été créé, et en l'occurrence chez nous, ça prend la forme de 9 compétences, 9 macro-compétences qui sont censées être maîtrisées par les étudiants pour prétendre au diplôme d'ingénieur Central Supélec. Donc chaque cours va se positionner en sélectionnant un certain nombre de compétences à évaluer. En l'occurrence, une des compétences ici, c'est la ici, savoir convaincre. Après, je mettrais aussi voilà, penser et agir en ingénieur éthique responsable. Et en fait, dans tout ça, pour nous, l'idée, c'était d'évaluer également on va dire la capacité des étudiants à apporter une analyse critique sur alors, ce qu'ils ont lu d'un côté, mais également sur le travail des autres. Et c'est pour ça donc, qu'on a mobilisé principalement cette évaluation par les pairs. Alors après, in fine, je pense qu'ils ont évalué 3 ou 4 critères, mais surtout, ce qui nous intéressait au-delà d'évaluer les critères, c'était les feedbacks qu'ils peuvent faire, donc les feedbacks textuels qui vont justifier les notes qu'ils mettent à leurs camarades quelque part. Et c'est surtout ça qu'on a regardé in fine, et qui pour nous rentrait dans le cadre de ces compétences. d'accord, ok. Et par rapport à cette évaluation par les pairs, l'introduction aux étudiants sur eux, ce qu'ils allaient être amenés à faire, à savoir bah, évaluer leurs camarades et puis donner un feedback. Et aussi, du coup, de ce que j'ai compris, ça allait compter quand même hein, un petit peu dans la note, à hauteur de 10%, si je dis pas de Oui. bêtises, par rapport à ça. Est-ce que vous les avez préparés d'une certaine façon? Comment ça a été abordé ces sujets-là avec eux? Oui, alors déjà, je préciserai quelque chose parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde et c'est peut-être pas courant. C'est que c'est pas de l'évaluation par les pairs d'étudiants à étudiants, mais de groupe d'étudiants à groupe d'étudiants. Ce qui nécessitait d'ailleurs une configuration particulière sur Challenge Me. Donc, il y a un groupe collectivement qui va mettre un avis sur un autre groupe. Donc, ça sous-entend aussi qu'ils se réunissent pour lire le travail de leurs camarades, pour en discuter et puis émettre l'avis. C'était bien notre volonté de le faire comme ça. Et pour répondre à la question, donc, on a communiqué via différents canaux. Déjà en salle de classe, on les a prévenus qu'il allait avoir cette évaluation, et puis on l'a doublé d'une communication par email. On n'a vraiment eu aucun problème et aucune difficulté
techniques ou autres pour la mise en œuvre de cette évaluation par les pairs. Je pense que c'est déjà un format qui peut-être ont pratiqué dans d'autres cours, de manière plutôt individuelle, je pense. Et donc, ils connaissent ça. Le seul souci peut-être qu'on a eu, c'est que certains se sont plaints que ça débordait sur la période d'enseignement d'après, puisque forcément, ça se fait à la toute fin. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on réfléchit pour l'année prochaine. Ok, très clair. Sur ce qui était évalué, c'était l'infographie, c'était le rapport, c'était les deux, ou alors il y avait juste l'infographie, je me rappelle plus ce que c'était à ce niveau-là. Ouais, on leur a demandé d'évaluer, donc c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc les quatre composantes, c'est le rapport infographie pitch et l'évaluation par les pairs. Mais nous, pour l'évaluation par les pairs, on leur a demandé, il me semble, uniquement de se positionner sur le rapport, l'infographie étant vue aussi comme une annexe du rapport, en fait. Et D'accord. quelque part, c'est plus la partie de justification de l'infographie qu'on leur demande de critiquer ici. Comment ils ont les étudiants, pourquoi les étudiants ont choisi ce format, ce graphisme qui doit être au service du message qui est transmis, quelles informations ils ont sélectionnées, parce qu'ils peuvent pas mettre toutes les informations, et comment ils les ont sourcées, quoi. Et donc on demande Ok. dans l'évaluation par les pairs de critiquer positivement ou négativement ce travail. Est-ce que peut-être ça peut être intéressant de voir un peu quelques critères d'évaluation qui ont été mis à disposition? Tout à fait. Alors je vais peut-être en profiter pour finir sur, c'était la dernière diapo, Ouais. sur les compétences évaluées, puisque je vais vous les montrer dans la plateforme juste après. Voilà. Et donc ici, j'ai déjà évoqué deux compétences, hein, savoir convaincre et penser agir en ingénieur éthique, qui sont plutôt, on va dire, des soft skills quelque part. Les deux compétences cœur plus techniques qu'on a évaluées, c'était la première, analyser, concevoir, réaliser des systèmes complexes à composantes scientifiques, technologiques, humaines et économiques. Et la deuxième, développer une compétence approfondie dans un domaine d'ingénieur et dans une famille de métiers. Donc ça sous-entend qu'au-delà de la note sur 20, qui sanctionne le cours, on va avoir une évaluation séparée pour chacune de ces compétences. Et donc, pour chaque compétence, bah, on va rentrer maintenant un petit peu dans les critères. Vous allez voir on est allé piocher en fait dans un certain nombre de critères qu'on avait déjà évalués pour la note principale. Alors, si je change et que je passe ici. Donc sur Challenge Me, voilà, je rentre dans mon challenge ici en fait. Alors comme il est fini, il n'est pas en configuration, donc je pense que je dois retourner ici. Et voilà, peut-être un premier point qui me semble intéressant à discuter, c'est cette frise chronologique en fait, qui montre un petit peu les différentes activités. C'est-à-dire que tout commence quelque part. Le premier livrable qu'on leur demande, c'est le pitch, parce que les livrables, l'infographie et le rapport, ils ont la possibilité de l'envoyer quelques jours après encore. Donc finalement, la première activité qu'on modélise ici, c'est le pitch, que les étudiants vont évaluer directement en salle. Après, ils ont quelques jours pour évaluer, pour déposer leurs travaux. Et ensuite, les enseignants vont évaluer les travaux. Dans le même temps, les étudiants vont faire l'évaluation par les pairs, qu'on devine ici. Et nous, une fois que l'évaluation par les pairs est finie, nous, enseignants, on va évaluer cette évaluation par les pairs. On leur voit que ça court assez longtemps. On était tous un peu en retard, donc on avait rallongé les délais. En tant qu'enseignant, on a le droit de le faire. Et après, derrière, tout ce qu'on voit en rouge, c'est les notes qui vont être transmises aux étudiants. Donc, on a une note globale, qui est la note sur 20, et on va avoir une note pour chacune des compétences que j'ai évoquées. Et puis ici, c'est plus anecdotique, parce qu'à la fin, on a sélectionné les meilleures infographies, comme je vous l'avais dit, pour les afficher dans l'établissement. Donc, on avait fait ça comme ça. Alors, si je rentre, J'ai la réponse du coup en même temps pourquoi je voyais toutes ces phases de résultats. Maintenant, effectivement, c'est pour présenter les résultats par compétence. Ok, voilà, c'est ça. ça Donc, marche. alors, juste pour les compétences aussi, chez nous, c'était une année expérimentale pour la troisième année du cursus ingénieur. Donc, on a testé des choses aussi. Et l'année qui vient, l'année qui va démarrer, ça sera plus expérimental, ce sera vraiment implanté dans le cursus. Donc, ça nous a permis de nous faire la main aussi sur cette évaluation, de voir ce qui fonctionne pas, comment on peut simplifier les choses. Je pourrais y revenir tout à l'heure aussi d'ailleurs. Du coup, après, ce qui nous intéressait, la question de Jean portait sur les critères d'évaluation. Donc ici, on voit finalement les quatre modalités qui sont évaluées, les pitchs, le rapport, l'évaluation par les pairs et l'évaluation de l'évaluation par les pairs. Et donc ici, Challenge Me en fait offre des banques alors j'ai peut-être pas les termes exacts, hein, Jean, n'hésitez pas à me corriger, mais offre des Pas banques de de problème. critères dans lesquelles on peut aller piocher, qu'on peut modifier si on souhaite, ou on peut bien sûr créer des critères à partir de rien. En l'occurrence, ici, avec mes collègues, on a principalement pioché dans des banques de critères existants parce qu'ils nous convenaient bien, mais on est allé régulièrement les modifier à la marge pour qu'ils correspondent vraiment à ce qu'on voulait faire. À chaque fois, on a choisi une évaluation sous forme d'étoile. Ici, en gros, c'est une note de 1 à 10.
et avec une explication à chaque fois de chaque niveau. Alors, par exemple, sur les pitchs ici, on a choisi trois ou quatre critères. Donc, l'argumentation des éléments avancés, la maîtrise des connaissances et la clarté de la présentation. Et pour chacun de ces critères, on va avoir donc des niveaux qui permettent à l'évaluateur de mieux positionner son évaluation. Et puis à chaque fois, on va lui demander de rajouter un petit feedback en quelques mots ou quelques phrases. Donc typiquement, si je prends l'argumentation des éléments avancés, on va être entre l'argumentation de clarté et de consistance jusqu'à l'argumentation est innovante, percutante et convaincante. Si je regarde l'évaluation de leur rapport, qui était quand même le gros morceau, hein, si vous vous souvenez, c'était 60% de la note, là on a dû mettre un peu plus de texte. Alors, on a mis des critères, certains se portaient autant sur le rapport que sur l'infographie, donc l'originalité du travail, ou l'analyse des concepts. Est-ce qu'ils se sont bien accaparés les concepts, est-ce qu'ils les ont bien compris, ou encore la capacité à synthétiser le sujet, et la cohérence du rapport et de l'infographie. Est-ce que les deux livrables sont bien alignés entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a pas la moitié du groupe qui a travaillé sur l'un et l'autre sur l'autre, et que finalement, il n'y a aucun rapport entre les deux, par exemple? Et on a quelques critères qui sont spécifiques au rapport. La notion d'esprit critique, on est vraiment plus capable de l'évaluer dans la première partie du rapport, ou la capacité à mobiliser des sources et des références. Donc on l'a vraiment mis, on leur a vraiment indiqué et donné des ressources pour qu'ils construisent une vraie bibliographie avec des sources valables, etc. Et enfin, on a un dernier critère ici spécifique à l'infographie pour l'utilisation d'éléments visuels. Donc c'est vraiment l'aspect graphique de l'infographie, mais qui doit être au service du message. Et c'est pour ça, par exemple, le dernier niveau ici, les éléments visuels sont utilisés de manière créative et innovante pour soutenir les propos et créer une infographie engageante et mémorable. Et puis, rapidement les deux autres composantes. L'évaluation par les pairs, donc là, c'est les étudiants qui vont évaluer les étudiants. Donc, on a pas trop chargé la barre, si on en a quand même mis 5 à l'époque. Donc l'analyse des concepts, la cohérence du rapport et de l'infographie. Donc c'est des critères qui peuvent être communs à ceux des enseignants, mais on demande aux étudiants de se positionner dessus parce qu'on pense qu'ils vont être capables de se positionner dessus. Et certains autres critères qui étaient évalués par les enseignants, au contraire, on les a écartés parce qu'on s'est dit les étudiants, c'est pas leur rôle d'évaluer ça, ou alors on pense qu'ils ne seront pas à même de l'évaluer. Donc, on a choisi également le critère sur l'esprit critique, la capacité à mobiliser les sources et l'utilisation d'éléments visuels. Voilà. Donc, voilà, c'était peut-être que c'est un petit peu trop, mais en tout cas, ils ont tous joué le jeu. Et enfin, nous, on va venir évaluer l'évaluation par les pairs. Et donc là, deux critères. Est-ce que le feedback que les étudiants ont euh, envoyé aux camarades qu'ils ont évalués est clair? Et est-ce que ce feedback est constructif? Voilà. Et donc, on n'est pas allé plus loin sur l'évaluation de l'évaluation par les pairs. Euh, voilà, globalement, je pense. J'ajoute, je vois parce que sur les critères, c'est un point qu'on essaye de mettre en avant aussi. On voit qu'il y a bien quatre niveaux de détail à chaque fois pour vraiment guider l'étudiant sur l'évaluation, réduire au plus la subjectivité pour permettre d'avoir une note qui est cohérente à la fin. Donc c'est vrai que ça, c'est une des bonnes pratiques. Sur le nombre de critères, il y en a cinq. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on recommande généralement aussi hein, sur l'évaluation par les pairs. Entre voilà, 4 et 6 critères, c'est ce qu'on va recommander. Et puis l'évaluation de feedback, 2, au fait, on en retrouve rarement plus, sauf quand c'est vraiment un sujet, le sujet central de l'évaluation, parce que bah, c'est vrai que c'est une étape en plus encore. Donc on va pas demander de mobiliser voilà, autant d'attention. Mais 2, généralement, voilà, c'est ce qui fonctionne bien. On peut même rester sur un, avoir voilà, qualité globale du feedback et est-ce que le feedback est pertinent, aide à comprendre et permet de progresser. Mm, Ok, super. Sur les interactions entre les étudiants, vous avez mentionné que bah, les feedbacks étaient quand même globalement de bonne qualité. Est-ce que vous avez vu des différences quand même entre certains étudiants? Est-ce que certains vous ont fait des retours sur les feedbacks reçus, sur ce qu'on leur demandait sur les feedbacks? C'est vrai que c'est un sujet sur l'évaluation par les pairs souvent, c'est bah, est-ce que les étudiants vont être capables de faire un bon feedback? Euh, Oui, oui, oui. Alors moi, je pense qu'on a été positivement surpris de cette partie-là. C'est-à-dire que modulo peut-être un ou deux groupes sur les 32 groupes hein, d'étudiants qu'on ouais. avait au final, quasiment tous, ils ont fait un travail très, très constructif et clair. Si je reprends les deux critères ici, c'est-à-dire qu'ils ont pris le temps d'argumenter de manière convaincante et juste. Surtout, c'est ça qui est intéressant, juste par rapport à leurs camarades, quoi. C'est-à-dire sans trop sous-noter ou sans trop surnoter, quoi.
Et donc ça a été vraiment un succès pour moi. Comme je disais, les seuls retours qu'on a eus sont plutôt sur la forme, c'est-à-dire que le moment où on leur a demandé cette évaluation par les pairs, ils étaient passés à la séquence pédagogique d'après. Ils Ouais. avaient trop de charge de travail, et donc ça, c'était un petit peu plus compliqué pour eux Ok. à gérer, parce que ça sous-entend qu'ils Et se réunissent à nouveau, etc. il y avait aussi un point que j'avais noté, c'était que vous aviez différents éléments que vous évaluez au final, entre l'évaluation du pitch, entre l'évaluation par les pairs, etc. Ça peut peut-être valoir le coup de montrer dans options, l'onglet options, la gestion des coefficients en fait par phase, Oui, pour permettre de le faire en fait directement dans la plateforme. Donc là, on va aller voilà, dans la note globale exactement. voilà. Bon, alors ici, on voit en fait tous les critères que j'ai expliqués juste avant. Donc on a l'évaluation des... Voilà, donc là, on va et avec les différentes phases associées, au fait, on voit que sur donc les lignes qui sont avec un gris en background, on peut mettre des coefficients. Et c'est vrai que quand on est dans ce format-là, quand on a l'évaluation de différents supports par différents format et qu'à la fin, on veut avoir une note qui prenne à 60% telle évaluation, 20% l'autre, etc. Ça peut être du travail en plus derrière. Là, ce qui est intéressant avec ce système de phase, c'est qu'on peut dire, bon, je veux un coefficient de 2. Là, par exemple, on voit l'évaluation des évaluations par les pairs, par les enseignants, c'est un coefficient de 2. L'évaluation des travaux par les pairs, ça va être un coefficient de 1. Et en haut, je crois que l'évaluation des travaux par les enseignants, c'était un coefficient de 6. Ça permet vraiment d'ajuster directement. Et après, bon, derrière, vous pouvez toujours exporter et puis refaire des ajustements, mais tout cas d'avoir ça qui est déjà fait dans un premier temps. Voilà, exactement. Alors si je complète ici, au sein des catégories qu'on voit ici, on a toujours mis un même poids en fait aux différents critères. Par contre, on voit que les catégories, on les a pondérées différemment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est la note globale. On voit aussi qu'à la fin, on peut mettre des notions de pénalité si on a des travaux remis en retard ou une non-participation, des choses comme ça. C'est un cas qu'on n'a pas eu cette année, donc très bien, ils étaient sérieux. Et c'est intéressant aussi de regarder comment on peut jouer avec ça pour les compétences. En fait, moi, je dirais que dans ce que je pratique aujourd'hui pour l'évaluation des compétences, et je pense qu'il y a plein de manières de faire où cela qu'apparaît, il y a des cours où je vais avoir un effectif plus restreint, où je vais être en mesure d'évaluer ces compétences de manière plus individuelle, parfois en observant aussi les étudiants au fil des séances, etc. Sauf que dans ce cours-là, on a 160 étudiants, qui est un très gros volume, donc on peut absolument pas se permettre une évaluation, un suivi individuel des étudiants. Donc ici, ça va finalement rester une espèce d'évaluation de compétences de groupe. On aurait pu aussi rajouter, comme l'a montré Jean tout à l'heure, une évaluation au sein du groupe des membres entre eux. On a choisi de ne pas le faire. Je l'ai déjà fait dans d'autres cours. Ici, on a choisi de ne pas le faire. Mais en tout cas, pour les compétences, donc c'est finalement une évaluation par groupe, sauf si on note vraiment un élève qui est systématiquement absent, qui ne s'implique pas du tout, etc. Là, on va pouvoir moduler à la main quelque part. Mais autrement, pour les compétences, on est allé piocher dans les critères ici. Donc, si je reprends la compétence C1, qui est son nom, c'est la compétence analyser, concevoir, réaliser des systèmes complexes à composantes scientifiques, technologiques, humaines et économiques. Mais on est allé piocher dans tous les critères qu'on a déjà évalués et on voit qu'on en a sélectionné que quelques-uns. Donc, par exemple, on a sélectionné les critères analyse des concepts et capacité à synthétiser le sujet. Et c'est tout. Pour la compétence C7 qui est savoir convaincre, là on est allé piocher ailleurs, on est allé piocher sur l'argumentation des éléments pendant le pitch, qui semble totalement cohérent avec la notion de convaincre, la clarté de la présentation, et également la cohérence du rapport et de l'infographie, c'est-à-dire que les messages qui sont transcrits dans le rapport pour justifier la construction du rapport doivent nous convaincre de la valeur de cette infographie, et la notion d'esprit critique. Donc on voit qu'ici, on n'est pas allé évaluer plus de choses pour les compétences, mais on est allé piocher dans ce qu'on avait déjà évalué pour construire compétence par compétence on va dire un schéma d'évaluation spécifique. Et ça, je trouve que c'est relativement intéressant comme fonctionnalité de cette plateforme. Ouais, c'est vrai que j'avais pas suivi du coup le processus et le fait de se dire on part d'une note globale et ensuite on se dit voilà on construit la note de la compétence C1 par rapport à ces critères-là. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se dire effectivement coefficient 1, Et 0 sur chacun. Je réagis à chaud comme ça parce que c'est vrai que j'avais pas vu le, la création de ces étapes-là et c'est vrai que je trouve ça intéressant de le faire comme ça. Ouais. voilà. Sachant que, Euh, du coup, in fine, on peut très bien avoir un étudiant qui finit le cours avec une note supérieure à 10 sur 20, donc il valide le cours, mais il va pas, ponctuellement, il ne va pas valider certaines compétences. Il me semble que c'est arrivé d'ailleurs à quelques étudiants.
Et D'accord, ok, ça c'est que, in fine, dans leur cursus, ils doivent valider l'ensemble des 9 compétences du cursus à un certain niveau. Il y a différents jalons de compétences, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, s'ils n'ont pas validé dans ce cours-là, la C7, par exemple, ça sous-entend qu'ils doivent aller chercher d'autres points C7 dans un autre. ça marche. Je vais poser une dernière question, puis après on pourra peut-être passer la parole à ceux qui participent au webinaire. Du coup, est-ce que vous avez tiré des leçons particulières de ce format lancé? Est-ce que vous adapteriez certaines choses? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Voilà, voir un petit bilan de l'expérience. Ah, tout à fait. Alors, il y a la forme et le fond quelque part sur la forme, donc Challenge Me. Je pense que ça s'est vraiment très bien passé. C'est un outil, alors, c'est pas parce qu'il y a le webinaire aujourd'hui que je travaille avec vous, hein, mais euh, Je vais partir comme ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. non, mais c'est un outil que j'ai trouvé vraiment, vraiment convaincant. Alors, tu peux faire un peu effet usine à gaz au début, mais c'est normal parce que vu tout ce qu'on peut configurer, il faut à un moment rentrer vraiment la configuration de l'outil. Et là, je souligne aussi que vous nous avez super bien accompagné, super réactif tout au long de la création de ce challenge. Et quelque part, j'ai envie de dire, on a peut-être eu un défaut d'excès pour la première année. C'est peut-être qu'on a eu un petit peu trop de critères à mon sens. C'est le retour là pour le coup des collègues et de l'équipe, et puis je le partage aussi, hein, de l'équipe pédagogique, c'est en pratiquant la grille qu'on a créée, comme l'outil permet de créer avec plein de critères dans tous les sens, etc. Il faut à un moment réussir à se modérer soi-même et à choisir les bons critères. Donc ça se fait avec l'expérience, je pense, d'utilisation de l'outil. Donc je pense que pour l'année qui vient, là, on a récolté un certain nombre de retours de nos collègues. On va essayer peut-être de simplifier à la marge certaines évaluations. Sur l'évaluation du pitch, par exemple, on était un petit peu trop ambitieux. On avait. Euh, alors, le pitch, c'est où? C'est là. Ah oui, mais l'évaluation des pitchs. Non, c'est ici. Voilà, c'est là. On avait mis 3 critères et en fait, on était dans un temps tellement restreint et court qu'on était vraiment pas trop en mesure de l'évaluer en direct avec les étudiants, alors qu'on pensait pouvoir le faire au départ. Donc là, typiquement, sur les pitchs, déjà, on va prendre plus de temps pour la partie questions-réponses l'année prochaine sur les pitchs, qui nous permettra, nous, enseignants, d'avoir un peu plus de temps pour évaluer. Et puis, on va peut-être revoir un petit peu les critères pour simplifier un petit peu le truc. Sur le rapport, je pense que c'est plutôt cohérent. Et après, le retour, c'est plutôt sur la forme, je disais, donc l'évaluation par les pairs. J'avais une réunion ce matin avec les collègues, justement. On se dit qu'on va peut-être la revoir parce qu'il il y avait des choses intéressantes, mais quelque part, euh, on attendait aussi des étudiants une participation lors des pitchs sous forme de questions-réponses auprès des camarades, des choses comme ça qui n'ont pas vraiment eu lieu. Et en fait, on s'est dit qu'on allait peut-être créer un format, changer un petit peu le format en gardant une forme d'évaluation par les pairs, mais qui sera différente de celle d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a en tête, on doit encore le clarifier, mais c'est de raisonner comme une espèce de disputatio médiévale, je sais pas, pour ceux qui connaissent. On va volontairement demander à un groupe qui travaille sur, par exemple, les éoliennes offshore, de prendre une posture pour, et l'autre groupe prendra une posture contre. Et on va leur demander de construire leur argumentaire autour de ça, même si personnellement ils sont convaincus du contraire. C'est un exercice qu'on trouve vraiment intéressant parce que dans ce genre de système, il y a forcément des avantages et des inconvénients environnementaux, sociaux, économiques, selon les catégories d'impact, etc. Dans le débat public, il se dit des arguments pour, des arguments contre, etc. Donc ils ont le droit d'aller s'accaparer ces arguments et puis de construire un argumentaire et lors du pitch, en fait, on fera plus groupe par groupe, mais par deux groupes ensemble qui ont travaillé sur le même sujet et qui vont quelque part s'affronter en pour et contre. Et on va évaluer ça et on demandera aux étudiants non plus d'évaluer le rapport de leurs camarades sous forme d'évaluation par les pairs, mais d'évaluer leurs camarades lorsqu'ils sont en train de pitcher le pour ou le contre sous forme d'une évaluation par les pairs, mais cette fois individuelle. Chaque étudiant se positionnera. Donc, c'est encore à clarifier, mais on pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça qui est aussi assez original. Mais c'est un format qu'on rencontre ouais, de temps en temps, Oui, effectivement, ce système de débat avec des pour et des contre, et puis les autres étudiants qui viennent évaluer la qualité des arguments, etc. Donc du coup, bah, là, on est dans le cadre du format évaluation de présentation là, qu'on avait vu tout à l'heure, où on demande aux étudiants d'évaluer par un tout à fait. livrable déposé, mais bah, une prestation en fait dispensée par d'autres. Parfait, merci beaucoup pour votre retour, François. Je ne sais pas si il y avait d'autres éléments que vous souhaitiez
mettre en avant, puis peut-être qu'on pourra passer aux questions. Je vais montrer un petit peu l'ensemble du truc. Euh, la question attribution, là, je vais peut-être pas le montrer parce que ça montre tous les noms des étudiants, etc. Mais la plateforme aussi nous a permis vraiment de customiser l'attribution, c'est-à-dire on peut faire une attribution en automatique des évaluations de rapports, etc. Mais nous, on voulait quand même le conserver par salle de TD. Et donc, en fait, l'outil est suffisamment bien fait pour qu'on puisse assez facilement quand même créer des groupes d'évaluateurs qui vont évaluer d'autres groupes, etc. Et donc, ça c'est l'affectation est une vraie question technique aussi, hein. Comment on affecte les bonnes personnes en face des bonnes évaluations. Et ça c'est relativement bien fait aussi avec l'outil. Du coup, je vais juste rebondir là-dessus aussi. On a parlé de la complexité. Effectivement, nous, un défi qu'on a, c'est de pouvoir à la fois adresser des formats très simples et des formats plus complexes. Là, c'est vrai que sur ce format-là, ça nécessitait plusieurs phases, etc. Donc, on a besoin de flexibilité pour pouvoir construire ces scénarios-là. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, François, les interfaces ont un peu changé avec ce système d'étape par étape. Donc, on a Mhm. travaillé sur les interfaces pour simplifier justement tout le processus. Donc, je ne sais pas si certains, il y a des utilisateurs parmi ceux qui regardent, mais vous pourrez voir qu'il y a eu des évolutions à ce niveau-là, et notamment aussi au niveau des modèles, si on veut créer des formats très simples. Maintenant, on essaie vraiment de travailler là-dessus, donc n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks aussi pour ceux qui nous connaissent. Parfait. Ben, merci pour ces retours. Est-ce que vous avez des questions parmi ceux qui nous regardent? N'hésitez pas à activer vos micros, les poser dans le chat. Gwenaël, vas-y. Ah, j'ai levé la main. Bonjour François. Bonjour Jean, merci pour cette présentation qui, étant à Centrale Nantes, est assez proche de mes propres problématiques. J'avais plusieurs questions. J'en ai une assez basique, c'est notamment sur l'investissement en tant qu'enseignant, sur la mise en œuvre. On est en phase d'expérimentation de Challenge Me sur Centrale Nantes. C'est assez poussif pour l'instant. Donc la question, c'est plus comment je convainc, est-ce qu'en termes d'adhésion, il y a d'autres collègues qui, suite à cette expérimentation sur Centrale Supélec, se sont sentis assez convaincus pour y aller aussi. Alors, Voilà. je ne saurais pas trop te dire, moi, peut-être, Jean, vous avez plus de visibilité. Alors, Central Supélec, on a pas mal d'enseignants effectivement utilisateurs. Je crois que ça fait 3 ans ou 3 ans. Je crois qu'on travaille avec Central Supélec. Donc au début, la première année, on avait eu voilà, quelques enseignants qui testaient un petit peu les différents formats sur des formats classiques, on va dire. Et puis après, bah, sur les 2 dernières années, on en a eu de plus en plus. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une appropriation aussi de la plateforme avec des enseignants qui vont tenter des formats plus avancés comme celui-ci, par exemple. Il y a un autre enseignant qui avait fait un retour alors en asynchrone qui s'appelle Nicolas Vandepute, je crois, qui est disponible en ligne. Et puis lui, voilà, il explique aussi comment est-ce qu'il a mis en place cette plateforme. Et au fait, c'est l'appropriation à se faire quand la plateforme va répondre aux besoins de l'enseignant. Et la difficulté première, c'est de faire comprendre les cas d'usage qu'on permet d'adresser. Donc maintenant, c'est vrai que avant, on n'avait que deux formats, l'évaluation de travaux, l'évaluation intragroupe. Donc pour nous, pour le présenter, c'était très simple. Donc au fait, c'était très simple à comprendre. Et puis bah, du coup, l'adhésion se faisait assez rapidement. Et maintenant, après qu'on a ajouté des fonctionnalités suite à des demandes d'enseignants, on voulait montrer ces fonctionnalités. Et du coup, ça pouvait paraître un peu complexe après de se dire, ah ben, c'est vrai, on peut faire plein de choses, mais finalement, à quoi ça correspond? Donc, l'adhésion, elle va se faire par le fait de permettre aux enseignants de dire, OK, ben, je veux faire progresser les étudiants sur des grandes cohortes par le feedback, et ben, je peux faire de l'évaluation de travaux. Alors, même pour les petites cohortes, hein. Je veux comprendre la dynamique de groupe, je vais faire de l'intragroupe, et en tant qu'enseignant, je verrai comment je vais pouvoir individualiser la note, je vais pouvoir comprendre comment chacun s'est impliqué. Si je veux engager les étudiants, ben, je vais faire des présentations orales, et puis ça va leur permettre eh bien, de participer via Challenge Me. Je peux déclencher des débats. Il y a une école là, qui a fait une expérimentation, enfin qui a fait un format où eux, c'est plus pour stimuler des discussions en classe. Donc ils font une évaluation par les pairs au début, puis l'enseignant présente les échanges, ok. Et puis bah, ça va permettre d'animer ensuite, de faire rebondir les étudiants sur les échanges, etc.
Donc c'est plus voilà par le fait que les enseignants vont comprendre en quoi ça va les aider et du coup leur présenter les formats classiques. Et derrière, en fait, une fois qu'on leur montre les formats classiques, c'est là que les questions viennent. Oui, mais moi j'ai un format où j'ai besoin aussi d'évaluer en tant qu'enseignant. Est-ce que c'est possible? Bon, ben là, on va dire oui, c'est possible. Vous ajoutez une phase, mais ne pas commencer la présentation en disant ben voilà, on peut faire plein de phases, on peut faire plein de choses. Mieux montrer les différents formats classiques et derrière, après, le scénario il va se construire. Donc après, par rapport à Centrale, Supélec, je sais plus, on a plusieurs dizaines d'enseignants qui utilisent. Il faudrait que je regarde les chiffres exacts, mais oui, en tout cas à Centrale, il y a un déploiement qui se fait très bien. Ouais. Si je Et, peux intervenir, moi de mon côté, c'est que en fait, on s'est mis en relation avec le pôle pédagogie de Centrale Supélec au départ parce qu'on voulait simplement faire de l'évaluation par les pairs. Et je me souvenais il y a quelques années qu'il y avait des plateformes qui existaient, mais j'avais compris aussi qu'il y avait des outils plus modernes peut-être qui étaient apparus. Et finalement, en échangeant avec eux, et puis après avec Challenge Me, on s'est aperçu qu'on pouvait faire bien plus que simplement l'évaluation par les pairs, qui est une des composantes du et qu'en fait, on pouvait modéliser toute la partie d'évaluation et même prendre en charge le dépôt des rapports et des infographies par les étudiants. Et in fine, je pense qu'une solution intégrée comme ça, c'est extrêmement efficace. Alors, je ne l'utiliserai pas personnellement pour tous les cours, parce que j'ai par exemple des cours où je suis tout seul face aux étudiants avec un effectif beaucoup plus réduit. Je continue à travailler de manière manuelle. Ici, on est sur un gros groupe d'étudiants avec une équipe enseignante de 8 personnes à coordonner. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était extrêmement efficace et on a certes passé beaucoup de temps à configurer cette année, plusieurs heures de travail et puis d'échange avec Challenge Me. Mais je pense que c'est un gain de temps pour les années à venir, en fait. Là, cette année, ça sera déjà beaucoup plus simple de modifier tel que j'ai évoqué par rapport aux évolutions qu'on imagine. Et puis après, je pense que les autres années, ça sera en régime de croisière et qu'on gagnera beaucoup de temps, en fait. C'est comme ça que je le perçois. peut-être juste pour rebondir, François, est-ce que du coup le service d'appui a eu un rôle exclusivement de conseil de l'outil ou du coup ils vous ont accompagné aussi dans son paramétrage et dans la scénarisation de tout ce que vous venez de nous présenter? Non, non, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a co-construit, c'est-à-dire qu'au départ, on a vraiment dit voilà notre besoin, et puis derrière, sur les premières étapes, en tout cas, passer quelques moments avec Jean ou un de ses collègues aussi de mémoire, et on a vraiment co-construit le truc pour que ça réponde vraiment à notre besoin. Donc ça, c'était vraiment un accompagnement assez proche. Oui. Effectivement, je crois que de tête, à la base, on vous avait présenté juste l'évaluation par les pairs, et puis ensuite les questions sont venues, mais est-ce qu'on peut faire des leçons de présentation ou ce genre de choses? Et puis après, c'est là qu'on a créé effectivement le scénario qu'on voit maintenant. Ouais. Oui, parce que autrement, moi, ça m'aurait obligé à combiner plusieurs outils, donc qui sont certes regroupés sous notre plateforme pédagogique locale, qui est un Moodle qui s'appelle Edunao. Mais ici, on a l'avantage que tout soit intégré au même endroit, donc tout fonctionne et se connecte, quoi. Ça, c'est un vrai avantage à mon sens. Ça, Ouais, et c'est puis un sur vrai le... sujet pardon Jean, c'est un vrai Non, non, sujet vas-y. pour les universités et tout ça parce que l'outil qui fait tout, on le connaît pas. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment voir avec le corps enseignant quels sont les outils majeurs parce que acheter chaque outil pour un besoin spécifique, c'est juste pas possible au point de vue de l'institution. Donc, Là, et ce retour, il est précieux, François, en tout cas pour moi, personnellement. C'est une vraie difficulté pour nous, du coup, de savoir est-ce qu'on a un Moodle qui est un squelette sur lequel on intègre le bon outil sur une petite partie, ou est-ce qu'il faut vraiment un outil qui nativement fasse tout ouais. Alors là, je prétends pas qu'il fait tout, hein. Il y a mais par exemple, sur les sessions d'examen, alors ici, sur ce cours-là, il n'y a pas d'examen écrit, mais d'autres cours, bah, c'est d'autres outils que je vais utiliser, mais que j'apprends à utiliser aussi. Mais celui-là me semble relativement complet dans la mesure où il couvre tout le champ de l'évaluation, mais tout ce qu'il y a en amont aussi pour remonter les éléments qui vont être évalués, quoi. Alors qu'avant, je mettais un dépôt de devoirs sur Moodle, je les Hmm. collectais à la main, et puis après, éventuellement, je bascule dans un autre système. Ouais, d'accord. Je vais juste rajouter aussi le point que nous, on vient pas du tout en remplacement de Moodle. Hein. On n'est pas un LMS et on veut pas devenir un LMS. On s'intègre dans Moodle pour faciliter l'évaluation et le feedback par différents profils de correcteurs. Alors, on parle d'évaluation par les pairs, c'est ce qu'on va expliquer dans un premier temps. Mais derrière, s'il y a d'autres besoins, on voit qu'on peut faire la même chose. Mais enfin, qu'on peut faire évoluer les formats. Mais voilà, on s'intègre dans un LMS, on ne vient pas du tout en remplacement d'un LMS, je veux juste préciser ce point-là. C'est vraiment pour faciliter l'évaluation et le feedback. Que chez les participants, vous avez une autre question.
Ça Moi, j'en ai marche. encore une, mais... Ouais, Oui, c'était par rapport à l'évaluation sur la partie participer au débat public. Euh, L'un des intérêts qu'on avait trouvé, nous, pour Challenge Me, et donc il faut qu'on pousse un petit peu dans cette direction, c'est que c'était plus facile de faire de l'évaluation par des gens qui sont extérieurs à notre institution, pour pouvoir quand même adhérer, par exemple, suivre des groupes projets ou autres. Donc, je me demandais si c'est des choses que vous auriez pu mettre en place par rapport au fait que, par exemple, les infographies soient diffusées de façon plus large. Enfin, là, je pose un peu la question aux deux, de quelle manière, parce que nous, on intègre des personnes, certes extérieures, mais qu'on finit par authentifier quand même, mais qui ne sont pas dans notre système d'information. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin avec, par exemple, presque des votes d'extérieur, voilà, C'est une bonne continuer. question. Moi, me connaissant ici, puis je laisserai, j'en répondrai après. Je pense que ça serait un peu surdimensionné par rapport à la taille de l'atelier ici, qui fait que quelques heures. Si en D'accord. revanche c'était un format de projet un peu plus long ou quelque chose qui court sur toute la durée du cours, par exemple, je pense que ce serait largement envisageable, ouais, de trouver un public expert ou pas d'ailleurs, hein, grand public aussi, pour les infographies, ça a du sens. Ça me semblerait intéressant, effectivement. Je le ferai effectivement dans des formats plus longs, probablement. Voilà. j'avais une Du coup, dernière question. Ah, Oui, vas-y, vas-y. juste Jean rajouter par voulait. rapport techniquement, en fait, pour faire ça, on va juste rajouter une phase d'évaluation et sur laquelle on va inscrire les personnes externes qu'on souhaite inclure dans l'activité. Donc après, il se connecte par login mot de passe. Donc même si le challenge est intégré à Moodle, on peut faire des accès par login mot de passe pour certains participants et ils vont participer comme n'importe quel autre participant aux phases auxquelles ils sont inscrits. Donc voilà, techniquement, c'est juste une phase d'évaluation avec les correcteurs qu'on souhaite euh, qui accéderont par login mot de passe. Par rapport aussi à ça, ça me fait penser, en fonction de la taille des projets, je sais qu'il y a j'ai déjà vu des challenges où, en gros, il y a une première phase d'évaluation par les pairs, et puis derrière, ils vont dire, bah, je vais prendre le top 10, et c'est ce top 10-là qui va être évalué par des professionnels externes ou des experts, ou voilà, on présélectionne avec l'évaluation par les pairs ceux qui sont évalués ensuite par un jury, par ce qu'on veut. Ok, merci. Peut-être juste dernière question. On a vu la puissance de l'outil quand la scénarisation avait été réfléchie, etc. Donc merci pour ce retour d'expérience. J'avais une question sur les grilles de compétences et d'évaluation. Est-ce que ça a été discuté avec les étudiants? Parce que François, vous évoquiez, je crois, un choix dans l'équipe pédagogique sur, bah, là, on accepte que l'étudiant s'entre-évalue, là, non. Est-ce que tout ça a été explicité et discuté avec les étudiants ou pas? Alors, discuter non, expliciter oui, c'est-à-dire que maintenant, systématiquement, c'est aussi des choses sur lesquelles on est en train de s'améliorer, parce que c'est le début, hein, et encore, comme je disais, c'était expérimental l'année dernière, en tout cas pour la troisième année. Mais effectivement, maintenant, on prend le réflexe de vraiment, au début de cours, de présenter quelles sont les compétences évaluées et surtout quelles sont les modalités associées. Là, je pense qu'on était peut-être encore un peu faiblard là-dessus, c'est-à-dire qu'on a dû présenter les compétences et puis globalement les modalités, parce que quelque part, les modalités, on les a construites aussi au fur et à mesure du cours, parce qu'on était un peu pris par le temps. L'année prochaine, je pense qu'on sera déjà plus mature sur cette question pour présenter les compétences évaluées et les modalités très précises pour que les étudiants le, en aient conscience et connaissance, sachant que l'année passée, là, sur le challenge que je viens de vous présenter, c'est plutôt a posteriori, on est revenu vers eux en leur disant voilà vos notes sur les compétences, qui Hmm. sont des pass-fail, hein, c'est pas des notes, c'est des pass ou fail. Par contre, voilà en détail comment on les a évalués. Voilà quels sont les critères qu'on a associés à chaque compétence. Donc c'est voilà, c'est présenté, c'est explicité, ça le sera encore plus. Il n'y a pas pour autant de discussion. On pourrait imaginer de co-construire certains trucs aussi, mais c'était pas la volonté ici, effectivement. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup à François et Jean pour cette présentation, ce retour d'expérience, un cas concret de l'usage de Challenge Me. J'espère que vous y aurez appris des choses. Merci à Manu pour le soutien de la préparation de ce webinaire. Et on vous dit à un prochain webinaire de partenariat.